Bonjour esprit curieux et bienvenue dans une nouvelle exploration intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie et l'œuvre d'un penseur inclassable. Un homme qui a marché parmi les ruines de la modernité et a vu ce que personne d'autre n'a pu percevoir. Nous parlons de Walter Benjamin. Sa pensée est un labyrinthe fascinant où le mysticisme juif rencontre le matérialisme historique. Benjamin était l'archéologue de son propre temps. Quelqu'un qui croyait que dans les débris de l'histoire se cachait la vérité de notre civilisation. Comment est-il possible qu'un essai écrit en 1936 ait prédit avec autant d'exactitude notre obsession actuelle pour les images et les écrans? C'est la grande question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Préparez-vous à remettre en question votre façon de voir l'art. Avant de commencer, un bref commentaire. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour laisser s'envoler votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez et que ces cartes postales visuelles vous aideront à vous immerger dans l'atmosphère mélancolique de Benjamin. Pour comprendre Benjamin, nous devons d'abord comprendre sa fin. Une fin tragique qui définit son héritage. Nous sommes en septembre 1940, dans un petit village frontalier nommé Portbou, entre la France et l'Espagne. Benjamin fuit la Gestapo nazie. Il transporte avec lui une mallette noire. On dit qu'elle contenait son manuscrit le plus important, une œuvre qui pourrait changer notre vision de l'histoire. Mais cette mallette n'a jamais été retrouvée. Benjamin, pris au piège et sans issue, décide de s'enlever la vie avant d'être capturé. Cette image du philosophe errant avec sa mallette perdue est la métaphore parfaite de son œuvre. Une pensée fragmentaire, incomplète et pourtant précieuse. Benjamin est né à Berlin en 1892, au sein d'une famille juive assimilée. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'une sensibilité intellectuelle extraordinaire. Ce n'était pas un philosophe académique traditionnel. En fait, sa thèse d'habilitation fut rejetée car elle était jugée incompréhensible par les professeurs de l'époque. Cela lui ferma les portes de l'université pour toujours. Ce rejet fit de lui un écrivain indépendant, un freelance intellectuel qui vivait de ses articles et de ses critiques. Cette précarité lui a offert une liberté unique. Il pouvait écrire sur les jouets, les livres pour enfants, l'architecture ou le hashish avec le même sérieux. Son cercle d'amis était aussi éclectique que son esprit. D'un côté, Gershom Scholem, le grand spécialiste du mysticisme juif et de la Kabbale, de l'autre, Bertolt Brecht, le dramaturge marxiste radical. Benjamin a toujours vécu dans la tension entre la théologie et le marxisme. Imaginez un homme qui tente de fusionner l'espoir messianique de la religion avec l'analyse matérialiste de la lutte des classes. Ce mélange explosif est ce qui rend Benjamin si puissant. Il ne rejette pas le passé mystique, mais il s'en sert pour réveiller le présent. L'un de ses concepts les plus fascinants est celui du flâneur, un terme français qui désigne un promeneur, mais pas n'importe quel promeneur. Le flâneur est l'observateur urbain qui marche sans but dans la ville, se laissant porter par le spectacle de la rue. Pour Benjamin, Paris était la capitale du 19e siècle, et le flâneur était l'œil de cette modernité. Pendant que la foule court vers son travail, le flâneur marche lentement. Parfois, il promenait même des tortues pour imposer son propre rythme face à la vitesse du capitalisme. Ce promeneur se perd dans les passages de Paris, les galeries marchandes aux toits de verre, précurseurs de nos centres commerciaux. Pour Benjamin, ces passages étaient des temples de la consommation où les marchandises étaient exposées comme des idoles sacrées. C'est ici qu'intervient son grand projet inachevé, le Livre des Passages. Benjamin voulait écrire une préhistoire de la modernité en utilisant uniquement des fragments, des citations et des descriptions d'objets. Il voulait monter l'histoire comme s'il s'agissait d'un film en utilisant la technique du montage. Il pensait que la vérité ne se trouvait pas dans les grands systèmes philosophiques, mais dans les plus petits détails. Dans un vieux jouet, dans une publicité ou dans la mode d'une époque, ces fragments étaient des monades, des cristaux qui contenaient la totalité de l'histoire. Mais quittons les rues de Paris pour entrer dans son essai le plus célèbre, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Écrit en 1936, ce texte est fondamental pour comprendre notre culture visuelle contemporaine. Benjamin y introduit un concept clé, l'aura. Qu'est-ce que l'aura? C'est l'apparition unique d'un lointain, si proche soit-il. En termes simples, c'est la singularité et l'authenticité d'une œuvre d'art originale. Son ici et son maintenant. Pensez à la Joconde au Louvre. Elle a une aura parce qu'elle est unique. Elle a une histoire physique. Elle a été dans un lieu spécifique pendant des siècles. Sa présence est liée à la tradition et au rituel. La voir en personne est une expérience presque religieuse ou cultuelle. Mais que se passe-t-il quand on prend une photographie de la Joconde? Ou mieux encore, qu'en est-il du cinéma? La caméra peut reproduire l'image des millions de fois. La copie se détache de l'original, l'œuvre d'art perd son unicité. Elle perd son aura.
Benjamin ne dit pas cela avec une nostalgie purement réactionnaire. Il observe un changement fondamental. L'art passe d'une valeur cultuelle, une valeur rituelle, à une valeur d'exposition. L'important n'est plus que l'œuvre existe, mais qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Avec la photographie et le cinéma, l'art devient démocratique mais aussi massif. On n'a plus besoin d'aller au temple ou au palais pour voir l'image sacrée. L'image vient à vous. Elle est dans votre magazine, dans votre cinéma et aujourd'hui, nous dirions sur votre téléphone portable. Cela change notre perception. Le cinéma nous entraîne à percevoir le monde de manière distraite et tactile, à travers des chocs. Les coupes rapides du montage cinématographique bombardent nos sens. Benjamin voyait là un entraînement pour la vie moderne. Mais voici l'avertissement politique le plus sombre. Si l'art perd son aura et devient massif, il peut être manipulé. Benjamin a vu comment le fascisme utilisait les nouveaux médias, le cinéma et la radio, pour esthétiser la politique. Faire de la politique un spectacle. Le fascisme donne aux masses l'occasion de s'exprimer, mais pas de changer leurs droits de propriété. La guerre est présentée comme quelque chose d'esthétiquement beau. Pensez au défilé militaire parfaitement chorégraphié. C'est la mort convertie en art. Benjamin répond par une phrase lapidaire. Le communisme doit répondre en politisant l'art. Il ne s'agit pas de faire du bel art sur la politique, mais de faire en sorte que l'art lui-même soit un outil politique qui éveille la conscience critique et brise l'illusion. Tournons-nous maintenant vers sa philosophie de l'histoire. C'est peut-être la partie la plus émouvante et mystique de son œuvre. En 1940, peu avant de mourir, il écrit ses thèses sur la philosophie de l'histoire. C'est son testament intellectuel. Benjamin attaque l'idée de progrès. Pour la social-démocratie et la pensée bourgeoise, l'histoire est une ligne droite qui avance vers le mieux. Un temps homogène et vide, comme si chaque seconde était égale à la précédente et nous rapprochait inévitablement du paradis. Pour Benjamin, c'est une illusion dangereuse. Le progrès est une catastrophe qui accumule ruine sur ruine. L'histoire n'est pas l'histoire des vainqueurs, de ces rois et généraux qui construisent des monuments. La véritable histoire est celle des vaincus. C'est ici qu'apparaît l'image la plus célèbre de Benjamin. L'ange de l'histoire, inspiré par un tableau de Paul Klee intitulé Angelus Novus, que Benjamin possédait et gardait comme un trésor. Imaginons comment Benjamin décrit cet ange. L'ange a le visage tourné vers le passé. Là où nous voyons une chaîne de données, il voit une catastrophe unique qui amoncelle ruine sur ruine et les jette à ses pieds. L'ange voudrait s'arrêter, réveiller les morts et rassembler ce qui a été brisé. Mais une tempête souffle depuis le paradis. Cette tempête se prend dans ses ailes et elle est si forte que l'ange ne peut plus les refermer. La tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que l'amas de ruines s'élève devant lui. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. C'est une image brutale. Le progrès n'est pas une amélioration, c'est une force incontrôlable qui nous éloigne de l'origine et nous empêche de racheter le passé. Il nous empêche de rendre justice aux victimes restées derrière. Alors, n'y a-t-il aucun espoir? Si, il y en a un, mais c'est un espoir étrange. Benjamin parle du temps maintenant, ou Jetztzeit. Ce n'est pas le temps de l'horloge, c'est un instant où le temps s'arrête, un moment de danger où le passé fulgure. La révolution pour Benjamin n'est pas la locomotive de l'histoire. C'est le moment où l'humanité qui voyage dans ce train tire le frein d'urgence. C'est arrêter la catastrophe. C'est interrompre le cours mécanique des événements. Cette vision rejoint son messianisme. Chaque seconde est la petite porte par laquelle peut entrer le Messie. Mais en termes séculiers, cela signifie que chaque moment a un potentiel révolutionnaire. Le passé n'est pas clos, il peut être réécrit. Benjamin nous apprend à brosser l'histoire à rebrousse-poil, à ne pas croire la version officielle, à chercher dans les silences, dans ce qui n'est pas raconté. Sa méthode est celle d'un chiffonnier qui ramasse les débris que les autres ignorent pour y trouver quelque chose de précieux. Parlons maintenant de son style d'écriture. Benjamin n'écrivait pas de traités systématiques. Il écrivait en constellation. Il juxtaposait des idées, des citations et des images sans connecteurs logiques évidents, attendant que l'étincelle de la vérité jaillisse entre elles. C'était un maître de la citation. Il rêvait d'écrire un livre composé entièrement de citations. Il pensait que sortir un texte de son contexte original pour le placer dans un nouveau était une façon de le sauver, d'actualiser sa puissance. Comme un DJ qui remixe le passé. Cette méthode est incroyablement moderne. Pensez à la manière dont nous naviguons aujourd'hui sur Internet. Nous sautons d'un hyperlien à un autre, construisant notre propre chemin de connaissance à travers des fragments. Benjamin a été le précurseur de l'hypertexte avant l'informatique. Son héritage a été sauvé par ses amis, particulièrement par Adorno et Scholem qui ont publié ses œuvres après la guerre. L'école de Francfort a repris beaucoup de ses idées, bien qu'en adoucissant parfois son mysticisme ou son marxisme radical, selon celui qui l'éditait. Aujourd'hui, Walter Benjamin est plus pertinent que jamais. Nous vivons à l'ère de la reproductibilité numérique absolue. L'intelligence artificielle génère des images infinies sans original.
Laura semble être définitivement morte. Ou peut-être s'est-elle transformée? La surveillance de masse, le contrôle des données et l'esthétisation de la politique sur les réseaux sociaux sont des thèmes que Benjamin nous aide à décoder. Il a vu le danger que la technologie soit utilisée pour nous dominer plutôt que pour nous libérer. Mais il nous a aussi laissé une tâche, la tâche d'être des historiens matérialistes, de ne pas oublier les victimes, de lire les ruines, de chercher dans chaque instant l'opportunité d'arrêter la machine et de changer de cap. Benjamin était un mélancolique, mais un mélancolique révolutionnaire. Sa tristesse n'était pas passive, c'était une forme de résistance. Refuser d'accepter que le monde tel qu'il est soit la seule possibilité. Refuser d'oublier. Le critique littéraire Terry Eagleton a dit un jour que Benjamin se déplace entre la synagogue et la gare, entre la tradition antique et la modernité accélérée. Et c'est à ce carrefour que nous nous trouvons nous aussi aujourd'hui. Rappelons-nous sa fin à Porte-Bouc. La tombe de Benjamin là-bas est un monument impressionnant. Un passage d'acier qui descend vers la mer et se coupe brusquement au-dessus de l'eau. Un hommage à son œuvre interrompue. Au bout du tunnel, une vitre empêche de tomber dans la mer. On y trouve gravée une de ces phrases « C'est une tâche plus ardue d'honorer la mémoire des êtres anonymes que celle des personnes célèbres. » La construction historique se consacre à la mémoire de ceux qui n'ont pas de nom. Walter Benjamin nous enseigne que le passé n'est pas mort. Il attend que nous, dans le présent, nous le réveillons. Que chaque génération a un rendez-vous secret avec les générations précédentes. Un rendez-vous pour les racheter. Sa pensée est difficile? Oui. Elle est dense et fragmentaire. Mais elle est comme un diamant. Si vous le tournez vers la lumière, il projette des éclats de différentes couleurs. Politique, théologie, critique littéraire, théorie de l'art. Tout y est compressé. Revenons à l'idée de Laura une seconde. Aujourd'hui, nous cherchons désespérément des expériences authentiques. Nous voyageons pour voir des choses réelles. Nous mangeons de la nourriture artisanale. N'est-ce pas là une nostalgie de Laura que Benjamin avait prédit que nous perdrions? Pourtant, Benjamin a aussi vu le potentiel positif. En perdant Laura, l'art devient accessible. Il n'est plus réservé à quelques élus. Le cinéma peut être analysé par tous. Nous pouvons mettre pause, reculer et critiquer ce que nous voyons. C'est crucial. Benjamin voulait des spectateurs actifs, pas passifs. Il voulait que nous soyons des experts critiques, que nous n'avalions pas le film de la vie sans nous demander qui a écrit le scénario et qui dirige la scène. Dans son essai sur le narrateur, Benjamin déplore que l'art de raconter des histoires se perde. L'information a remplacé la sagesse. La nouvelle du journal est éphémère, elle se consomme et se jette. L'histoire racontée laisse une trace et un conseil. Aujourd'hui, nous sommes inondés d'informations, mais affamés de sagesse. Benjamin nous invite à retrouver le récit, à partager des expériences réelles, pas seulement des données, à tisser la mémoire communautaire face à l'isolement de la société de masse. Parlons de son rapport au langage. Pour Benjamin, le langage n'est pas seulement un outil pour communiquer des choses. C'est quelque chose de presque magique. Nommer les choses, c'est leur donner vie. Dans le nom habite l'essence spirituelle de l'être humain. Cette vision mystique du langage se heurte et se mélange à sa vision matérialiste. C'est cette tension constante qui fait de la lecture de Benjamin une expérience électrique. On n'est jamais sûr de lire un rabbin ou un révolutionnaire. Et c'est précisément là sa leçon. Nous n'avons pas à choisir entre la spiritualité et la politique. Nous pouvons chercher la rédemption spirituelle à travers l'action politique et vice-versa. La théologie a besoin du marxisme et le marxisme a besoin de la théologie. Benjamin était un collectionneur. Il collectionnait les livres, les jouets, les citations. Il disait que pour le collectionneur, la propriété est la relation la plus profonde que l'on puisse avoir avec les objets. Non pas pour les utiliser, mais pour les sauver du marché et de l'oubli. Le collectionneur libère les choses de leur utilité. Il leur rend leur dignité. Dans un monde où tout est évalué par son prix ou sa fonction, Benjamin nous apprend à aimer les choses pour ce qu'elles sont, pour leur histoire et leur mystère. Cette attitude de sauvetage s'applique à toute sa pensée. Sauver des idées oubliées, sauver des auteurs marginaux, sauver des moments historiques supprimés. Benjamin est le grand sauveteur de la culture occidentale en danger. Alors que nous approchons de la fin de ce parcours, je veux que vous pensiez à l'ange de l'histoire une fois de plus. Imaginez-le aujourd'hui regardant nos guerres, nos crises climatiques, nos inégalités. Que voit-il? Voit-il un progrès ou voit-il encore plus de ruines? La tempête du progrès souffle plus fort que jamais. Mais Benjamin nous dirait de ne pas désespérer. Car c'est juste au moment du plus grand danger que croît ce qui nous sauve. La capacité de s'éveiller, s'éveiller du rêve de la consommation, s'éveiller du cauchemar de l'histoire répétitive. Cet éveil est l'objectif ultime de sa philosophie. Un éveil qui est à la fois politique et spirituel. Son œuvre était restée inachevée, brisée, dispersée. Mais c'est peut-être là sa plus grande force. En n'étant pas un système fermé, elle nous invite, nous, à la compléter. Elle nous invite à prendre les fragments et à construire notre propre constellation de sens. Walter Benjamin n'a pas voulu être un guide ni un leader. Il a voulu être un compagnon de voyage.
Un ami qui marche à vos côtés dans la ville nocturne et vous montre des choses que vous n'aviez pas vues. La gargouille sur l'édifice, le mendiant au coin de la rue, le reflet de la lune. Sa sensibilité envers la souffrance et son intelligence aiguisée en font un penseur indispensable pour les temps de crise. Il nous rappelle que la barbarie n'est pas l'opposé de la civilisation, mais qu'elle se cache souvent à l'intérieur de celle-ci. Tout document de culture est en même temps un document de barbarie. Cette phrase de Benjamin devrait être gravée à l'entrée de tous les musées. Elle nous oblige à demander aux dépens de qui cette beauté a-t-elle été construite. Ainsi, la prochaine fois que vous visiterez un musée, que vous verrez un film ou que vous marcherez dans un centre commercial, emmenez Benjamin avec vous. Mettez ses lunettes, regardez les détails, cherchez l'aura et surtout, méfiez-vous du progrès aveugle. La philosophie de Benjamin est une invitation à vivre les yeux ouverts, à ne rien prendre pour acquis, à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire et à garder vivant l'espoir que le passé peut être racheté. Dans un monde qui nous pousse à oublier, Benjamin est le gardien de la mémoire. Dans un monde qui nous vend des futurs brillants, il nous montre les ruines du présent pour que nous puissions construire un avenir véritable. Nous avons parcouru sa vie de Berlin à Paris et enfin à Portbou. Nous avons exploré ses idées sur l'art, l'histoire et la politique. Mais cette vidéo n'est qu'une introduction, un seuil. La véritable aventure commence quand vous ouvrez l'un de ses livres, quand vous affrontez sa prose dense et poétique. Je vous assure que c'est un effort qui en vaut la peine. Cela changera votre regard. Si je devais résumer Benjamin en une seule image, ce serait celle d'un archéologue du futur. Quelqu'un qui creuse dans notre présent pour comprendre ce que nous avons été et ce que nous aurions pu être. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la mélancolie et l'espoir. Ce fut un honneur de partager avec vous les idées de ce géant de la pensée. J'espère que l'ange de l'histoire vous a murmuré quelque chose à l'oreille. La pensée critique est une flamme que nous devons maintenir vivante ensemble. Et des auteurs comme Benjamin sont le combustible dont nous avons besoin. Ne laissons pas cette flamme s'éteindre. Si cette analyse vous a fait réfléchir, si elle a remué quelque chose en vous, je vous invite à vous abonner. Ici, nous continuerons d'explorer les grandes idées qui façonnent notre monde. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine constellation. Dites-moi en commentaire, que pensez-vous de la perte de l'aura? Croyez-vous que l'art numérique puisse avoir une âme? Je serais ravi de lire vos réflexions et de poursuivre la conversation là-bas. À la prochaine, esprit curieux. Rappelez-vous que l'histoire n'est pas écrite dans le marbre. C'est nous qui l'écrivons chaque jour. Soyez les flâneurs de votre propre vie. Observez, marchez et ne cessez jamais de questionner. Au revoir.